merci d'avoir accepté cette petite interview. Je vous en prie. J'ai parcouru le long CV que vous avez. Alors, je vais reprendre quelques éléments pour les personnes qui vont nous regarder. Si je ne me trompe pas, vous êtes né en 1933. Vous C'est êtes vrai. économiste, Oui, homme politique belge, membre du CVP, Christelijke Volkspartij, qui n'existe plus. qui n'existe plus, exactement. CDNV, maintenant. CDNV, tout à fait. Oui, Alors, vous avez été Premier ministre, vous avez été secrétaire d'État, ministre des Finances, ministre des Affaires économiques, ministre des Relations extérieures, vous êtes peintre, vous êtes écrivain. mhm. Avec un CV pareil, comment ça va? Parce que ça m'a l'air bien rempli quand même. C'est bien rempli. Et vous allez bien maintenant? Moi, je vais toujours mieux, jamais bien. C'est une très très belle réponse. Faut être réaliste. Et moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Uh-huh. Le pessimisme est débilitant et ça enlève toute possibilité de réagir. Mhm. L'optimisme est un peu naïf et en général, un optimiste est un pessimiste mal informé. Donc, je suis un mélioriste, Ah, c'est joli ça. quelqu'un qui veut améliorer les choses. Est-ce que le courant méliorisme existe du coup? Non, je le lance. Ah ben parfait, c'est Peut- officiel alors. Peut-être à travers notre interview. Ah là voilà, c'est officiel. Bonne on lance un idée. nouveau Soyons- courant. Soyons des mélioristes. Parfait, j'adore cette Eh ben voilà. interview. Alors, on va commencer avec le vif du sujet. À l'heure actuelle, l'Europe traverse une crise Mhm. économique, sociale, énergétique. Est-ce que je pourrais avoir votre avis là-dessus? Mais ce qui se passe est extrêmement grave, évidemment. C'est de nouveau une guerre européenne. Mhm. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, on a eu encore quelques petites guerres dans les Balkans. Oui. Mais c'était quand même très limité. Mais maintenant, on est dans une région qui est extrêmement explosive avec la Russie. La Russie qui est évidemment amputée de 12 de ses républiques Mhm. et dont l'actuel dirigeant, M. Poutine, apparemment, veut reconstituer l'Empire, Mhm. l'Union soviétique jadis. Il l'a déjà fait en Crimée, il l'a fait en Abkhazie Tout à fait. et encore dans d'autres régions. Et donc, c'est quand même une attitude extrêmement dangereuse. Mhm. D'autant plus que la Russie, avec d'autres pays, est une puissance nucléaire Mhm. et dispose de 6000 têtes nucléaires. Mhm. Et donc, il y a une escalade, ce qui est en train de se faire, parce que l'OTAN vient de décider cet après-midi de fournir quand même des armes à l'Ukraine. Mhm. On dit pas quelles armes, mais ça peut être un prétexte pour Poutine, pour qu'il lance d'abord des armes chimiques, Tout à fait. et puis après des armes biologiques. Mhm. Et le dernier stade, ce sont les armes nucléaires. Mhm. Et un diplomate m'a dit que pour les armes nucléaires, évidemment, les Russes ont aussi déjà des objectifs sur leur liste et des missiles qui sont déjà orientés. Et le premier objectif est une ville dont le nom commence par un B et qui est le siège de l'OTAN, à savoir Bruxelles. Bruxelles. Non, non, je ne vais pas blaguer, mais quand même, c'est inquiétant. Donc il faut très rapidement arriver à un cessez-le-feu et à un accord. Et une fois qu'on a cessé le feu, est-ce qu'on doit aussi cesser tout type de relation avec la Russie? Ah non. Non, alors il faudra reprendre les relations. Ne fait que sur le plan économique. La Russie est évidemment sur le plan économique quand même un pays assez important. Oui. Donc il faudra négocier avec les dirigeants russes. Évidemment, Poutine, avec ce qu'il vient de commettre, les crimes contre l'humanité, rend tout dialogue extrêmement difficile, pour ne pas dire aujourd'hui impossible. Okay. Et vous, si vous étiez à l'heure actuelle au gouvernement belge, quelle serait votre réaction face à toutes les crises que la Belgique et l'Europe peut traverser? Puisque
Pour rappel, si je ne me trompe pas, de 1976 à 1992, il y a eu 13 gouvernements successifs, assez complexes. Et donc, quelle serait votre réaction? Mais j'aurais une réaction qui n'est pas uniquement inspirée par la crise à l'est de l'Europe, l'Ukraine. Non, avec l'expérience que j'ai pu faire et tout ce qui s'est passé depuis lors, aussi étant donné les réformes de l'État successives, j'en arriverai à des conclusions un peu plus vastes et plus générales. Il faut augmenter l'efficacité de la gestion politique de la Belgique. Et comment on pourrait faire ça? Alors, on reparle évidemment d'une nouvelle réforme de l'État, la 7e. Okay. Je ne suis pas convaincu que le résultat en sera une plus grande efficacité. Okay. Je crains plutôt encore une plus grande pagaille avec la décentralisation et la coupure en 3 ou en 6 des compétences. Non, avant chaque réforme de l'État, il y a un préalable à résoudre, à mon avis. Okay. Nous n'avons en Belgique pas de procédure et de méthode d'arbitrage des conflits d'intérêts. Les conflits de compétences sont réglés très bien par notre Cour constitutionnelle, pas de problème. Par contre, les conflits d'intérêts, il y en a eu sur, par exemple, un traité commercial à conclure avec le Canada, où la Wallonie était opposée, et les 2 autres régions voulaient le signer, sur la politique climatique, où la Flandre est beaucoup plus réticente que les 2 autres régions, etc., etc. Les nuisances sonores des avions au-dessus de la région bruxelloise. Tous ces conflits d'intérêts ne sont pas arbitrés. Il y a évidemment le comité de concertation au sein du gouvernement fédéral avec les 3 régions. Mais là, on parle, on négocie, et s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Et donc, c'est l'impasse totale, avec comme conséquence qu'au niveau européen, où la plupart des décisions sont prises, il faut expliquer aux Belges de plus en plus que 70% des décisions qui, soi-disant, sont prises en Belgique sont en fait la conséquence des décisions prises au niveau européen. Et donc, au niveau européen, autour de la table des conseils européens, qui sont multiples, la Belgique, s'il n'y a pas d'accord interne, doit se taire et perd toute influence. Est-ce que si on remettait en place un État unitaire, comme on a connu, ce serait plus efficace, selon vous? On ne va pas revenir en arrière, je crois. Mais je n'ai pas terminé mon raisonnement. Il faut donc organiser un arbitrage des conflits d'intérêts efficace. Et donc, à mon avis, il faut transformer le Sénat actuel, qui est un peu moribond, par une nouvelle institution que j'appellerais volontiers le Conseil supérieur fédéral, composé d'un tiers de parlementaires élus, fédéraux, régionaux, d'un tiers de représentants de la société civile, y compris les partenaires sociaux, et d'un tiers d'experts, de juristes, économistes, etc., qui savent de quoi on parle et quelles sont les conséquences des propositions que l'on fait. Et cet organe, à mon avis, serait alors compétent d'abord pour arbitrer les conflits d'intérêts à la majorité qualifiée. Deuxièmement, aurait le pouvoir, au moins pourrait exercer une influence considérable sur toutes les propositions communautaires faites en Belgique à tous les niveaux. Devait donc émettre un avis pour dire ça peut passer, ça c'est idiot, attention, etc. Et troisième compétence pourrait alors aussi lui-même, le Conseil fédéral, formuler des propositions communautaires afin de mieux gérer la Belgique.
Une fois que cet organe est en place, il faut le faire fonctionner, qu'on attende par exemple une législature, Mhm. et peut-être par après, s'il y a encore besoin, on pourrait alors considérer une réforme de l'État, mais dans une structure d'efficacité. Donc tout ceci, tout ce que vous venez d'expliquer, votre raisonnement, c'est avant une réforme de l'État. Ah, c'est un préalable pour moi absolu. Ok. Ok. Et pour ce faire, il faut d'ailleurs modifier la Constitution. Ok. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Changeons un petit peu de sujet. Revenons un petit peu en arrière. Alors, on ne va pas parler d'État unitaire, mais j'aimerais bien avoir votre explication sur quelque chose qui s'est passé le 21 septembre 1981. À cette date-là, si je ne me trompe pas, le gouvernement tombe parce qu'il y a un conflit à propos d'un financement de la sidérurgie wallonne. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui s'est passé et pourquoi le gouvernement est tombé? Mais à l'époque, j'étais Premier ministre. Tout à fait. J'étais confronté à une situation épouvantable. Mhm. Il y avait une crise pétrolière, conséquence de la guerre de Yom Kippour au Moyen-Orient. Les prix pétroliers avaient quintuplé en 6 mois. Une inflation, parce qu'aujourd'hui on parle d'inflation, Oui. mais à l'époque il y avait une inflation à 2 chiffres. On était à 12%. Et je devais, tout juste avant de devenir Premier ministre, comme ministre des Finances, émettre des emprunts de l'État Oui. avec un taux de 13 ou 14%. Bon, donc formidable inflation. On avait encore le franc belge. Tout à fait. Spéculation contre le franc, dont il fallait soutenir le cours, parce qu'il n'y avait pas encore de monnaie commune, mais il y avait le système monétaire, c'est-à-dire une marge de fluctuation autorisée autour d'une parité fixée d'avance. Et donc la Banque nationale devait chaque jour jeter ses réserves sur le marché pour soutenir le franc belge. Donc c'était une panique constante. Alors, avant d'en arriver à la sidérurgie, j'ai eu une idée qui m'est venue lors d'une visite, un peu par hasard, au bureau du plan. Le directeur général était un ami, économiste distingué, Robert Maldag, et il m'expliquait les modèles macroéconomiques avec lesquels ils étaient en train d'un peu prévoir l'avenir et les possibilités, etc. Et il y avait un modèle qui m'avait intrigué à cause de son nom. Ce modèle s'appelait Maribel. Je croyais que c'était le nom d'une jolie fille, mais c'était l'acronyme d'un mot en anglais, macroeconomic, etc. Et ça se termine par Belle, donc Belgique. Bon, c'était quoi? C'était l'idée d'opérer une dévaluation interne. Obtenir les avantages d'une dévaluation sans devoir dévaluer formellement le franc belge. Car la Banque nationale était absolument opposée à toute dévaluation du franc belge, étant donné le fait que nous avions une énorme dette extérieure. Et donc, l'idée, c'était de réduire considérablement les coûts de production en réduisant les cotisations sociales patronales. Donc, les coûts des entreprises allaient se réduire, les prix de production idem, et donc les prix à la vente également, également donc les prix à l'exportation, l'économie allait reprendre, l'inflation allait se tasser, mais évidemment on creusait un immense trou dans le financement de la sécurité sociale. Alors pour compenser cela, le plan prévoyait d'augmenter la TVA. Mais alors avec comme condition que l'augmentation de la TVA ne transpire pas d'emblée dans l'index. Tout à fait. Donc il fallait un peu manipuler l'index. Et j'ai formé mon gouvernement sur base de ce plan. Et j'avais obtenu de M. Spitals, qui à l'époque était le président du Parti socialiste, l'autorisation de le faire. Et il était d'accord avec une certaine
modification de l'indexation si cela n'était pas trop considérable. D'accord. Bon, on a commencé cela. Déjà à l'époque, j'avais besoin de l'autorisation de la Commission européenne. Mhm. Heureusement, j'avais un ami hollandais qui était commissaire de l'économie, M. Andriessen. Ça a été approuvé par la Commission européenne. Et on a fait ça. Et ça a eu des conséquences quand même assez utiles et importantes. Et je peux vous dire que le plan Maribel a été poursuivi par je ne sais pas combien d'autres gouvernements belges après moi, jusqu'en 1996. Ok. Donc, pratiquement, oui, 15 ans, au moins. Mais alors, c'est arrivé un autre dossier sur la table, le dossier sidérurgique. Le budget était à plat, donc il n'y avait pas moyen de subsidier comme ça la sidérurgie. Il y avait d'ailleurs un problème puisqu'il y avait aussi une sidérurgie en Flandre, Sidmar, mais qui était encore assez rentable. Et donc les Flamands disaient pas un sou pour la sidérurgie wallonne, ils n'ont qu'à tirer leur plan. Moi je disais non, mais alors on va donner de l'argent et à la sidérurgie wallonne et à la sidérurgie flamande. Comme on n'avait pas de possibilité d'accorder des crédits budgétaires, j'avais proposé d'accorder un emprunt, oui. Un emprunt bancaire, mais garanti par l'État. Ok. Alors, bon, j'ai commencé à négocier avec les banques, mais les banques étaient extrêmement réticentes. Alors, il aurait fallu légiférer pour obliger les banques d'accorder leur crédit, mais c'était sur le plan juridique quand même assez risqué. Finalement, les socialistes devenaient extrêmement impatients, et donc M. Matteau, qui était le chef de file au gouvernement comme ministre du budget, s'est mis en grève. Il a dit voilà, aussi longtemps qu'il n'y a pas de solution de financement pour la sidérurgie wallonne, je ne viens plus assister au Conseil des ministres. Okay. Et j'avais donc un gouvernement avec des ministres socialistes en grève. Et ça a duré plusieurs semaines, et puis j'ai quand même essayé de trouver une solution, mais André Coz, qui était le président du parti, était également extrêmement excité. Plus moyen de trouver une solution rationnelle, et puis j'ai donné ma démission le jour du commencement de l'automne, le 21 septembre, le jour où les feuilles commencent à tomber des arbres et que mon gouvernement est également tombé. Et puis je suis resté dans les affaires courantes encore jusqu'en février 1992 parce qu'on a dissous le Parlement et organisé des élections. Élections que le CDMV, à l'époque encore le CVP, a perdu glorieusement. Et puis est arrivé le gouvernement Martens, et la situation était tellement mauvaise que Martens a obtenu l'accord de la Banque nationale pour dévaluer le franc belge. Et on a fait un gouvernement sans les socialistes, mais avec les libéraux. Et c'était mieux, moins compliqué? Oui, on a pu assainir pas mal de choses. J'étais alors ministre des Affaires économiques, et moi j'ai alors dû gérer le dossier sidérurgique, en effet, entre autres, comme les autres secteurs en difficulté, les secteurs nationaux à l'époque. J'aimerais revenir sur un mot dont vous avez parlé. Vous avez parlé d'index. Et dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche, vous avez également parlé de cette indexation automatique des salaires. Vous avez dit une phrase que j'ai bien aimée, qui est centen in plaats van procenten. Donc, que l'on pourrait traduire un montant fixe à la place d'un pourcentage. C'est ça. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi c'est mieux et comment ça fonctionnerait? Ben, ça diminuerait évidemment l'influence de l'indexation sur les salaires. Il faudrait que maintenant l'indexation est proportionnelle au salaire. Tout à fait. Et donc quelqu'un qui gagne beaucoup, qui est bien payé, il touche une compensation inflatoire beaucoup plus considérable que celui qui a le salaire de base de 1500 ou 2000 euros. Donc ce n'est pas une idée totalement saugrenue de dire voilà, la situation est extrêmement difficile, provisoirement, pendant le temps qu'il faudra, on va remplacer l'indexation exprimée en pourcentage du revenu en un montant fixe.
on prend les revenus de base, on applique là l'index normal, Tout à fait. et ce montant, on l'applique à tout le monde. Assez simple. Et Une autre solution, qui est encore plus radicale évidemment, c'est de continuer l'indexation jusqu'à un certain seuil de revenus, et puis commencer à réduire l'indexation de 20%, de 40%, et finalement de 100%, plus d'indexation à partir d'un revenu, disons, de 4 000, 5 000 euros par mois. Ok. Et est-ce que justement, pour faire face à ces crises, et pas forcément changer l'indexation, on pourrait mettre en place un revenu de base ou un revenu universel ou allocation universelle? Est-ce que ça serait utile et efficace selon vous? Nous avons déjà des revenus presque universels de base, hein. Si on prend en considération les allocations de chômage, les allocations payées par les CPAS, etc., on pourrait harmoniser cela. Oui. Mais finalement, il faut aussi pas décourager non plus la mise au travail Tout à fait. et la motivation d'aller travailler. Mhm. Il faut quand même se rendre compte de la situation en Belgique, n'est-ce pas? Mhm. Entre 18 ans et 65 ans, nous avons encore à peu près 200 000 chômeurs Oui. et 300 000 malades de longue durée. Oui. C'est 500 000 personnes. 1 million. Ça veut dire qu'un Belge sur 4 qui a l'âge de travailler ne travaille pas. Oui. Nuance, il y a là-dedans évidemment tous ceux qui font des études, Tout à fait. qu'il faut défalquer. Mais quand même, c'est quand même très élevé. C'est plus élevé que dans la plupart des autres pays. Mhm. Et s'ajoute à cela, comme paradoxe supplémentaire, qu'il y a une immense pénurie sur le marché du travail. Mhm. Que dans beaucoup de métiers, on pleure pour avoir des travailleurs. Mhm. Et donc c'est cela qu'il faut d'abord essayer d'assainir. Et donc tous les gouvernements, autant le fédéral que les régionaux, ont comme premier principe de gouvernance, il faut mettre les gens davantage au travail. Ok. Est-ce qu'on pourrait éventuellement penser donc à une allocation chômage et arriver à une certaine durée, on les assigne directement à un travail pour lequel ils n'auraient pas forcément postulé? Oui, oui, en effet, Ok. c'est une bonne formule. Ok. L'autre formule, évidemment, c'est de réduire l'allocation de chômage à partir de 3, 4 ans, enfin, Oui. oui, Ok. oui. Ce qu'on fait hein, déjà, n'est-ce pas? Il y a déjà des systèmes où l'allocation diminue. Mhm. Ça a d'ailleurs été introduit sous le gouvernement Di Rupo, Mhm. ce qui a coûté pas mal de voix, M. Di Rupo, Tout à fait. pour lequel j'ai beaucoup de respect pour son courage et son intelligence, pas fait bon. Oui, vous avez raison. Alors, j'aimerais bien repasser à une question un petit peu plus générale. Qu'est-ce qui différencie la politique de votre époque et la politique à l'heure actuelle? En Belgique, je veux dire. C'est très simple. Cet appareil. Le GSM, entre autres. Et c'est néfaste ou c'est positif, ces technologies? C'est évidemment une énorme facilité, mais ça a complètement changé le comportement des politiques, comme dans tous les autres milieux d'ailleurs. Tout à fait. De mon temps, il n'y avait que le téléphone fixe. Au Conseil des ministres, si on voulait téléphoner, il fallait quitter la salle, aller dans le couloir. Il y avait 2 cabines. Y entrer et faire le numéro et téléphoner. Et donc tous les collègues voyaient que vous sortiez. Ou bien c'était pour aller aux toilettes. Mais si on faisait ça à chaque réunion, c'était quand même suspect. Ou bien on savait qu'on allait téléphoner. On allait téléphoner à qui? On allait téléphoner souvent à son président de parti pour dire voilà le dossier sur lequel on est en train ici de discuter. Est-ce que je peux accepter cette position ou pas? Alors les collègues disaient, ben, c'est un faible celui-là, il a besoin de l'avis de son président de parti. Moi je décide moi-même. Hein. Et donc on était vite démonétisés. Et puis
les indiscrétions étaient beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, ils sont au Conseil des ministres avec leur GSM. Ouais. Tout le temps, ils sont en train de jouer avec. Ils ont des contacts évidemment avec leur président de parti, avec le président du groupe au Parlement, Oui. avec des journalistes. Tout à fait. Tout fuit dans tous les sens. Il y a partout des manœuvres, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant le fake news. Tout à fait. Et ça rend la gestion d'un pays beaucoup, beaucoup plus complexe. Et donc aussi l'effritement des positions, des attitudes, ce déferlement d'informations conduit à une désinformation. Oui. Et finalement, une grande difficulté de gérer encore une société complexe comme la nôtre. Conséquence, c'est l'effritement des partis politiques, c'est aussi la multiplication des partis politiques. Tout à fait. On a maintenant un gouvernement avec 7 partis, oui, c'est pas simple. Non, en effet. Mais est-ce que, selon vous, cet effritement des partis, cette apparition des technologies peut provoquer chez les jeunes un désintérêt total de la politique? Oui. Et comment pourrait-on faire justement pour attirer les jeunes, non pas forcément à s'engager en politique, mais pour être conscients du monde qui les entoure? Et ce désintérêt est d'autant plus grave qu'il s'accentue dès lors que les problèmes deviennent plus importants. Tout à fait. Les problèmes très importants, les jeunes disent, ouais, c'est quand même quelque chose qui ne dépasse, c'est comme rien faire. Les politiques non plus. Par exemple, le niveau européen, je répète encore une fois, qui est absolument fondamental. Lors des élections européennes, il y a très peu d'intérêt. Heureusement qu'en Belgique, le vote est obligatoire, mais bon, là encore, il y a pas mal d'absences, de plus en plus, qui ne sont pas sanctionnées. Mais donc, dans les pays où c'est libre, bon, pour les élections européennes, vous avez un taux de participation, parfois de 30%. C'est lamentable, évidemment. Pour constituer le Parlement peut-être le plus puissant du monde. Et dès lors, oui, comment faire? C'est une grave question. Il faut évidemment maintenir le suffrage universel. Oui. Mais je crois qu'il faut trouver un système pour concilier le court-termisme et le long-termisme. Okay. Les hommes politiques doivent se faire élire tous les 4 ans, tous les 5 ans. Et donc, ils tiennent nécessairement, pour des raisons vitales, des raisonnements à court terme. Tout à fait. Or, la plupart de nos grands défis sont des défis à long terme, mais pour lesquels il faut prendre des décisions aujourd'hui. Je pense au climat, tout à fait. Problème énergétique, l'immigration, la criminalité, la transition digitale, etc. Oui. Et donc, moi, je crois que la démocratie, il faut la confronter à des défis qu'on essaye de résoudre par des pactes qui transcendent la durée d'une législature. La Commission européenne l'essaye maintenant avec le Green Deal pour le climat. C'est donc un plan qu'il faudra d'abord rendre concret et puis adopter par le Parlement, j'espère pour une durée de 10 ans. Nous avons en Belgique fait quelques expériences avec des pactes qui ont bien fonctionné. Le pacte scolaire, qui a mis fin quand même à une espèce de guerre civile latente. Le pacte culturel. Oui. Je trouve qu'en Belgique, il faut aussi constituer quelques pactes qui transcendent les législatures et les coalitions. Oui. Qu'on pourrait modifier comme moyennant des majorités qualifiées ou surqualifiées. Alors on donnerait une plus grande stabilité à la politique. Okay. À l'heure actuelle, on a beaucoup de mouvances idéologiques qui apparaissent. On a la culture woke, le wokisme, la cancel culture. Est-ce que c'est révélateur d'une société qui ne fonctionne pas?
C'est révélateur d'une société qui se trouve dans un déferlement de mutations Mhm. technologiques. La woke culture et la cancel culture, c'est la conséquence évidemment des moyens technologiques qui se mettent à la disposition des citoyens et surtout des jeunes. Mhm. Mais est-ce que ça représente un danger pour nos démocraties? Mais bien entendu, bien entendu. Vous voyez ce qui est arrivé aux États-Unis avec l'arrivée au pouvoir de Trump, en Hongrie avec Orban, etc. On verra ce qui va se passer en France Oui. dimanche prochain ou dans 15 jours. Donc oui, ça pose donc le problème de l'objectivité en politique. Ok. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mhm. C'est évidemment aussi une question philosophique, car la vérité peut évoluer. Tout à fait. Mais enfin, il faut quand même combattre les faussaires, ceux qui, à dessein, essaient de manipuler la vérité. Hein. Par exemple, pendant la campagne de vaccination, Tout à fait. tous ceux qui ont lancé les théories du complot, etc. Bon, on a beau opposer des démentis et l'expliquer, mais ça passe quand même assez difficilement. Il faut donc commencer déjà au niveau de l'enseignement des jeunes Ok. pour expliquer quelles sont les dérives qui peuvent découler des technologies modernes d'information. Mais justement, pour informer ces jeunes, est-ce que ça passe par exemple par un cours de citoyenneté obligatoire? Oui, tout dépend évidemment des professeurs. Hein. Évidemment. Il faut les former, mais j'imagine que c'est possible. Ok. Ça doit être possible, oui. Oui. Et puis confronter les jeunes avec des réalités qui doivent quand même les faire réfléchir. Beaucoup de jeunes sont en fait quand même des privilégiés si on compare leur sort avec les jeunes dans des pays africains, en Asie, etc. Ça, il faut montrer aux jeunes combien ils sont privilégiés et combien ça leur donne des responsabilités. Deux, il faut confronter les jeunes avec les autres. Mhm. On est belge, on est wallon, on est flamand. Bon, j'ai aucune objection, c'est nécessaire. Mais la Belgique n'est qu'un tout petit pays. Il y a pour l'instant dans le monde actuel, je crois, au moins 30 villes dont la population est plus importante que le nombre d'habitants de la Belgique. Oui, Shanghai, 25 millions. Oui. Le Caire, 20 millions, etc. Bon. Et donc, comme disait Rimbaud, je est un autre. Tout à fait. C'est dans l'autre qu'on reconnaît soi-même. Et donc, heureusement, les jeunes sont peut-être un peu moins sujets au racisme, aux réactions défensives et disons-le, ultranationalistes. Il y en a, malheureusement, Oui, tout à fait. qui sont alors très durs en général, Mhm. qui sont d'extrême droite. Mais tout ça est évidemment extrêmement dangereux, extrêmement grave. C'est une crise de la civilisation, n'est-ce pas? Le racisme est épouvantable. Hein? D'abord, il n'y a aucune base scientifique Tout à fait. qui prouve qu'il y a des races. Et deuxièmement, c'est extrêmement dangereux, c'est destructeur. Et donc, il faut combattre tout cela déjà au niveau de l'enseignement. Et puis après, au niveau des médias. Ouais. Tout à fait. Absolument. Et justement, la jeunesse n'est plus confrontée, ou moins, à ce racisme, mais est-ce qu'on pourrait être d'accord avec Samuel Huntington qui parle du clash des civilisations et que les prochains conflits, entre guillemets, que ce soit entre politiques, entre États, entre continents, ce seront plutôt des conflits basés sur la religion? C'est déjà un peu le cas. Oui.
si on voit l'opposition avec quand même certaines tendances religieuses, euh, pour ne pas le citer, l'islam. J'ajoute immédiatement, pour rendre le débat objectif, que l'islam est aussi victime parfois de persécutions. C'est le cas au Myanmar, c'est le cas dans d'autres pays. Donc, toutes les religions sont un peu vulnérables. Parfois aussi parce que les religions exagèrent par l'imposition de leur monopole de la vérité. Personne ne détient le monopole de la vérité. Tout à fait. Et donc, ce qui fait la noblesse d'une religion, je crois, c'est la recherche de la vérité. Mais pour la posséder, je crois qu'il faut quitter ce monde. J'espère que vous ne comptez pas le quitter tout de suite. Non, 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 non. Mais donc, oui, les jeunes, c'est notre avenir, évidemment. Et il faut ouvrir leurs yeux, hein, il faut expliquer quels sont les dangers. Oui. Le danger d'être jeune aujourd'hui. Et c'est quoi, selon vous, le plus grand danger d'être jeune aujourd'hui? Eh bien, c'est cette espèce d'égoïsme érigé en devoir. Vous savez, dans certaines religions, à commencer par la religion chrétienne, on parle du péché originel, Tout à fait. commis au paradis par Adam et Ève, suite à la séduction exercée par Ève. Bon, Tout à fait. tout ça est évidemment des métaphores et des allégories qu'il faut prendre avec des pincettes intellectuelles. Mais quand je relis Darwin qui explique que l'évolution de toute vie sur Terre est au fond la conséquence de la lutte pour la survie, struggle for life and survival of the fittest. Ça, c'est l'égoïsme individuel et collectif qui ont fait que nous sommes aujourd'hui ici présents tous les deux. C'est grâce à l'égoïsme des générations précédentes et de toutes les formes de vie qui s'entre-dévorent. Les animaux mangent des plantes, les animaux se bouffent entre eux. Et nous, j'ai encore lu l'autre jour, en Belgique, on dévore, je crois, entre 40 et 50 millions de poules par an. Donc, mais, comment faire autrement? Mais c'est ça la version moderne du péché originel, c'est l'égoïsme individuel et collectif qu'il faut donc modifier. Et l'égoïsme devient d'autant plus dangereux que nous sommes maintenant surarmés, que beaucoup de pays possèdent des armes nucléaires. Et donc la destruction massive de l'humanité est possible. Et donc il faut remplacer tout cela par le contraire de l'égoïsme. La solidarité, la recherche de la justice sociale, suffisamment d'égalité, l'amour du prochain. Ça sont des valeurs essentielles, ce sont des valeurs morales déjà défendues du temps de Confucius, de Socrate, de Platon, de Jésus, de Bouddha, etc. Ce sont les gens qui ont vraiment vu les dangers de cette dérive égoïste qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes. Très bien. Vous avez parlé il y a quelques instants du populisme, de ces montées des extrêmes, avec l'exemple de Viktor Orban, et on va voir ce qui va se passer en France. Quel est votre regard sur la polarisation que l'on a à l'heure actuelle en France, avec tous ces partis, une gauche quasi inexistante, un Éric Zemmour qui vient un petit peu tourmenter la scène politique, une Marine Le Pen qui, d'après les récents sondages, se classe en 3e position après Macron. Non, pardon, 2e position après Macron. Macron 1er, Le Pen 2e et Mélenchon 3e. Quel est votre regard sur cette situation française? Mais c'est une polarisation qui va de pair avec un effritement aussi. Okay. En France aussi, nous avons au premier tour, je crois, 8 candidats, hein, au moins. Oui, au moins. Oui,
c'est énorme. Des candidats qui, dans les sondages, font 2% ou 1%, c'est complètement ridicule. Oui, tout à Enfin, c'est astucieux parce qu'en participant à la campagne, ils deviennent populaires, ils deviennent connus. Hein? Oui. Oui, bon. Mais oui, la polarisation, c'est la conséquence d'abord de la complexité des problèmes, du fait que les politiciens nationaux ont une moindre prise sur les événements qui se passent dans son propre pays, car ces événements sont de plus en plus déterminés par des facteurs qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire, l'effet d'un monde globalisé rend la politique nationale un peu dépassée par les événements. Donc, la vérité, c'est que... Je vais quand même étendre, non? Non? La vérité, c'est que pour résoudre les problèmes, il faut de plus en plus de gouvernance internationale. Oui. En Europe, plus d'Europe, et non pas moins d'Europe. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement opposé, entre autres, aux thèses de Mme Le Pen, et Zemmour et les autres. La droite est anti-européenne, Oui. l'extrême gauche aussi. Mais c'est ridicule, enfin, c'est complètement à côté de ce qu'il faut faire. Au niveau global international, il faut évidemment modifier le fonctionnement des Nations Unies. J'ai encore été jadis dans une commission pour faire des propositions et de modifier le système de vote au sein du Conseil de sécurité en introduisant QMV, Qualified Majority Voting, donc une majorité qualifiée, finalement rejetée par le pays qui aujourd'hui détient un droit de veto, c'est clair. Enfin, sinon c'est le blocage. Hein? Tout à fait. Et donc c'est ça qu'il faut expliquer. Hein? Et donc il faut davantage de concertation internationale. Et moi j'ai constaté une chose, j'ai passé beaucoup de temps à assister à des réunions européennes et internationales. Moi j'adorais les réunions européennes plus que les conseils des ministres belges. Pour quelle raison? Parce qu'au niveau européen, les collègues qui sont là, on oublie ou on ignore leur appartenance politique. On ne sait pas, ou ça ne s'entend pas qu'il est socialiste, libéral, chrétien, et je ne sais pas quoi. Non, on est là pour défendre l'Europe ou pour concilier les intérêts de l'Europe avec les intérêts de son propre pays. Mais l'idéologie est évacuée. Et ça, c'est, je crois, un acquis important. Alors j'aimerais bien, pour terminer cette interview, comme de nombreuses et de nombreux jeunes vont nous regarder, que vous, avec votre savoir, votre expertise, que vous leur laissiez un message pour cette jeunesse-là. Donc quel serait le message que vous souhaiteriez adresser à la jeunesse qui nous regarde? Oui. C'est une question difficile, mais je trouve que les jeunes doivent surtout être des démolisseurs de murs et des bâtisseurs de ponts. Effacer les frontières mentales, idéologiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une conviction personnelle, mais toujours une conviction qui est aussi à la recherche d'autres convictions. Car c'est dans la confrontation des idées que finalement une espèce de vérité se détache. Et donc, cette tolérance est essentielle, cette tolérance intellectuelle aussi. Il faut bien savoir qu'en science, la conviction, c'est que la science n'avance qu'en prouvant les erreurs des scientifiques précédents. Tout à fait. Et c'est aussi un peu le cas en politique. Oui.
Il faut donc être ouvert à la discussion, au débat, mais sans verser dans l'agressivité. Moi, je suis parfois dégoûté quand je vois à la télévision les débats de politique belge dans certaines émissions, où les hommes politiques et les femmes politiques s'attaquent d'une manière épouvantable. Donc, les jeunes, ils doivent dépasser tout cela, et ce qu'on appelait la fraternité est essentiel. Les frontières sont parfois nécessaires, mais il faut aussi pouvoir les franchir. Et donc pour les jeunes aussi, heureusement que à nos universités et dans nos écoles, on a de plus en plus de gens, d'élèves qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. Ça, c'est un énorme enrichissement. Le contact avec des gens qui sont nés sur un autre continent. Et pouvoir alors, avec ces jeunes-là, d'une autre civilisation, qui parlent souvent d'autres langues, voir comme vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui doit vous, non seulement vous inspirer, mais vous rendre enthousiaste. Et donc, j'espère que les jeunes n'écoutent pas les démagogues, les extrémistes, ceux qui disent America first, ceux qui disent en Belgique, mon peuple d'abord, eigen volk eerst. Non, de grâce, pas cela. Merci pour ce beau message. Et voilà, cher ami. Merci pour cette interview. Eh bien, très bonne question, hein?